Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Sous les projecteurs, l'émission qui met en vedette des Franco-Ontariens, des Franco-Ontariennes qui brillent, comme vous. Aujourd'hui, mon invité, c'est Gabrielle Lopez, la directrice générale du COFA. Bonjour, Gabrielle. Bonjour, Peter. Merci de m'inviter à votre émission Sous les projecteurs. Très contente. Parle-moi un peu de toi. C'est qui Gabrielle Lopez? En fait, ce que j'ai envie de te raconter, c'est un petit peu mes origines, parce que je trouve que ça parle du parcours professionnel qui s'ensuit. Fait que moi, je suis une fille qui est née à Montréal, d'une mère francophone, québécoise, le mieux, qui est un mélange de normand puis d'irlandais, puis père qui est d'origine espagnole, d'où le nom Lopez, hein? Et puis qui est né en Algérie, en Afrique du Nord. C'est la deuxième génération née là-bas. Puis, bon, ils se sont rencontrés à Montréal, puis ça a donné ce que vous voyez là. Et puis, par la suite, mes parents, moi, se sont divorcés. J'étais très jeune, j'avais 6 ans, mais ma mère s'est mariée avec un juif russe du Bronx de New York qui était danseur de ballet étoile au Grand Ballet canadien. Fait que, tu vois, c'est assez diversifié, là, mon éducation et mes origines. Puis, je pense que ça a influencé un peu la suite des choses parce que moi, bon, par la suite, c'est comme ça que je suis arrivée à Ottawa parce que aussi mes parents, moi, sont décédés, j'avais 15 ans, mais mon beau-père m'a gardée avec lui. Et puis c'est comme ça que je suis arrivée à Ottawa parce qu'il y avait un emploi ici. Et puis j'ai fait mon secondaire à De La Salle, une partie, puis j'ai étudié à l'Université d'Ottawa. Puis après ça, j'ai évolué. J'ai commencé dans le milieu des festivals, d'organisation de festivals à Ottawa, de conférences. Ensuite, je suis allée dans le secteur artistique avec la Conférence canadienne des arts. Là, je rentrais dans le côté plus administratif, mais c'était la défense des droits des artistes canadiens. Ensuite, aux affaires étrangères, parce que là, j'ai travaillé avec un programme qui finançait les arts de la scène à l'étranger. Je m'occupais de la danse puis de la musique. Et puis ensuite de ça, un moment donné, j'ai tout laissé. J'ai décidé de partir, sac sur le dos, voyager 1 an en Asie. J'avais besoin de me mesurer à moi-même. Puis j'ai vécu de l'expérience dans des camps de réfugiés là-bas, en Thaïlande. Il y avait des réfugiés birmans. Fait que quand je suis revenue, je me suis dit, je veux continuer là-dedans. Puis là, je suis allée dans un organisme humanitaire. Puis ils m'ont dit, tu sais, Gabrielle, tu as des bonnes expériences en gestion de projet, mais on manque de personnes formées en gestion. Puis il y a un bon programme à l'UQAM, de l'autre bord de la rue, où tu pourrais aller faire ta maîtrise en gestion de projet. Ce que j'ai fait. Pensant que je retournais dans l'humanitaire, mais j'ai bifurqué dans le corporatif. Fait que là, j'ai embarqué à TVA, je coachais les directrices de production avec des outils de gestion de projet. Puis ensuite, j'ai embarqué dans une firme à GTI de consultants qui a été achetée par la suite par CGI. Puis on faisait de la gestion de changement dans des corporations comme Domtar, UAP, Desjardins, Orange Général. Fait que j'ai vécu, ironiquement, là, un parcours dans le domaine corporatif alors que je m'enlignais pour l'humanitaire. Puis finalement, j'ai atterri de nouveau à Ottawa, puis j'avais ma bonne amie, Luce Lapierre, qui à l'époque était à la Fédération canadienne oui, c'est de l'alphabétisation en français, okay. Puis qui est devenue après le RESDAC. Puis elle dit, Gabrielle, je suis mal prise, j'ai un gestionnaire de projet qui vient de partir en milieu de projet, t'embarquerais dessus, finir ça? Je dis OK. Puis je suis restée, puis par la suite, 2 ans plus tard, je suis passée à contrat, mais j'ai travaillé dans la francophonie ontarienne en milieu minoritaire du côté des aînés, de la santé, de l'alphabétisation. Je suis toujours restée connectée à l'organisme pan-canadien jusqu'au jour où j'ai été DG de cet organisme-là moi-même. Puis ensuite, la COFA, où je suis aujourd'hui depuis bientôt 3 ans. Là. En tout cas, tout un parcours très intéressant. Je peux m'imaginer qu'avec la diversité culturelle que tu as vécue au sein de ta famille, que les repas familiaux doivent être très intéressants en termes de bourse. C'est peut-être une discussion pour une autre journée. Mais j'aimerais que tu me parles un peu du COFA. La Coalition ontarienne de formation des adultes, ça fait quoi exactement?
Bien, on est un organisme de soutien provincial pour le secteur de l'alphabétisation et de la formation de base. Alors ça veut dire qu'on regroupe 25 membres, 42 points de service à travers la province. Puis nous, notre responsabilité, c'est de représenter les intérêts de ce secteur d'activité-là auprès du gouvernement, des détenteurs d'intérêts, du grand public, de bâtir un peu les connaissances, aussi développer les connaissances autour de ce secteur d'activité-là, de voir à la construction identitaire aussi des francophones par le fait même. Et puis, bon, on est un organisme de soutien, d'accord, mais on est aussi un fournisseur de services. Donc, nous, on a un programme de formation à distance qui offre des cours en littératie, en numératie ou mathématiques et littératie informatique. Alors, c'est des micro-cours. On est vraiment là pour être une extension de ce qu'offrent nos membres. Nos membres, c'est des centres de formation qui sont des centres communautaires, des conseils scolaires, des collèges. Et ces gens-là sont tous représentés au sein de notre conseil d'administration et dans notre membriété. Et nous, on essaie de travailler en complément avec eux pour offrir de la formation à distance qui a été conçue pour être donnée à distance, alors qu'eux, normalement, sont en présentiel, donc en personne. Alors, c'est ça. Puis, on offre aussi de la formation professionnelle pour nos membres, les gestionnaires, les formateurs. C'est vraiment, vous faites énormément de travail. La pandémie doit avoir sans doute mis des barrières ou des défis dans la façon que vous faites ce travail-là. Parle-nous un peu des défis que le COVID vous va laisse-moi. Parle-moi des défis que le COFA a eu en temps de COVID. Oui. Puis peut-être pour revenir, il y a un autre, puis ça va jouer sur les effets de la pandémie, là, mais il y a un autre pendant à la COFA d'activités qui touchent la gestion de projet. Puis on gère des projets, on a un projet fonds.ca qui est un projet au nord de l'Ontario d'infrastructure. C'est un guichet à multiservice qui est en ligne. On a un projet de plateforme pan-canadienne qui offre l'expertise qu'on a développée en Ontario avec notre plateforme de formation à distance aux autres communautés francophones minoritaires au Canada. Alors, avec nous, on a l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, on a le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard. Alors, on a ce projet-là aussi qui est assez gros à porter. C'est des réseaux que de plus qu'on a à gérer. Puis, on a un projet de petite enfance qui reprend notre programme du français en quelques clics, un programme de français en ligne, qui est adapté, en train d'être adapté au contexte de la petite enfance. C'est pour les éducateurs, éducatrices. Puis on a déjà des demandes, puis on n'a même pas fini de développer le produit. Fait que je pense que ça va être bon. Tout ça pour en venir à répondre à tes questions sur la pandémie, parce que c'est sûr que nous autres, à la COFA, l'organisme de soutien qui est situé à Ottawa, on a vécu une croissance accrue de travail. On a eu plus de monde qui voulait de la formation à distance. Moi, j'ai eu embauché des formateurs en plus. On a les projets qui venaient de démarrer, puis là, ils battaient à leur plein en plein début de pandémie. Là. Alors là, tout le monde était mobilisé. Fait que pour nous, ça a voulu dire une charge de plus, puis embaucher des ressources, puis ça a exigé beaucoup en termes d'énergie de nos ressources. Maintenant, nos membres, eux, avaient des défis supplémentaires parce que normalement, ils sont en personne. La formation se fait en personne. Là, les centres, au début, ont fermé dans la première vague, mais ensuite, ils ont ouvert très rapidement avec les consignes sanitaires qui étaient données, puis tout le matériel qu'il fallait. Mais ça a été beaucoup d'apprentissage rapide, de virage sur un dizaine rapide, parce qu'eux, il fallait qu'ils développent leurs compétences en informatique pour pouvoir donner leurs cours à distance. Il fallait qu'ils organisent leurs espaces pour ceux qui étaient prêts à venir dans les salles de classe, donc de faire ce qu'il fallait avec plexiglas, masque et tout et tout. Et puis, tu sais, ça a demandé plus de temps parce que souvent, ils devaient travailler un à un. Nous, on travaille avec des gens qui sont faiblement alphabétisés, bien souvent, et des gens qui ne sont pas tous connectés à l'Internet, qui n'ont pas tous d'équipement, fait qu'il a fallu acheter de l'équipement,
prêter cet équipement-là par téléphone, les aider à naviguer, trouver leur chemin jusqu'à au moins Zoom, là. Et ça a été de gros efforts, je dirais, pour nos centres en temps de pandémie. Puis je trouve qu'on s'en est bien tiré. La COFA a essayé de les appuyer. On a des rencontres de communautés de partage. On les avait 2 fois par mois avec partage de meilleures pratiques entre eux, l'information que nous, on pouvait leur donner par rapport à la formation à distance. On a fait venir des experts pour la gestion des ressources humaines. En tout cas, toutes sortes de choses qu'ils avaient besoin de savoir pour continuer à fonctionner. Puis aussi avec un de vos partenaires, Discutus, qui offrait de super formations. Ça aussi, ça nous a donné un bon appui. Donc, non, ça a eu l'air de ça, de la pandémie. J'en parle comme si c'est fini, mais on n'est pas encore tout à fait sorti de là, là. On n'est définitivement pas sorti. Tu as parlé un peu du projet FONCE. Parle-nous un peu de ce projet-là, puis c'est quoi, qu'est-ce que ça implique? Oui, je trouve que c'est un projet qui a mis du temps à émerger, pas parce qu'on réunit des fournisseurs de services qui sont de différents horizons, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont des collèges, des conseils scolaires et des centres communautaires. Puis, comme tout le monde, on a tendance à travailler en silo, fait qu'il y a eu beaucoup de temps qui a été mis à essayer de se connaître, à se rapprocher et tout ça. Puis dans ce projet-là, à trouver une formule qui pouvait fonctionner. Donc, c'est un centre qui est virtuel, qui est dans le nord de l'Ontario pour le moment. Et l'objectif de ça, c'est de pouvoir permettre aux gens qui sont à la recherche de formation, soit de nous appeler, d'aller en ligne, puis d'avoir de l'information sur différents programmes de formation, d'éducation en français en Ontario, surtout dans le nord de l'Ontario dans ce cas-ci, de se faire évaluer en termes d'alphabétisation et formation de base. Ils peuvent le faire en ligne, puis de se faire aiguiller par un comité d'aiguillage qui fonctionne sur une base de neutralité. En tout cas, on a eu une première phase du projet. Là, on est dans la deuxième phase. Puis ce qui va être intéressant dans cette phase-ci, c'est que le comité d'aiguillage, qui est un représentant d'un collège, un conseil scolaire, puis un centre communautaire, doivent s'entendre sur où va aller le client. Donc, nous, ce projet-là, c'est pour aller chercher de la nouvelle clientèle qui ne va pas déjà au collège ou au conseil scolaire directement. Puis, comme le territoire est grand dans le nord de l'Ontario, c'était une façon pour nous d'offrir plus d'accessibilité à de la formation en français. Alors, donc, c'est ça. Fait qu'on est dans ce travail-là, puis peut-être que tu sais, ou certains des auditeurs le savent, mais de la façon dont on est financé, puis c'est le cas de plusieurs secteurs, mais de la façon dont on est financé sur le terrain, ça nous amène parfois à faire compétition les uns avec les autres parce que c'est les clients qui rentrent chez nous qui vont nous permettre de dire qu'on a le financement recherché, d'obtenir le financement recherché. Donc, ça va être intéressant cette phase-ci parce qu'on va toucher à ces éléments-là de fond. Et puis, je suis très contente qu'on arrive là parce qu'on va avoir des vraies discussions de fond. Mais essentiellement, c'est vraiment pour, avec ce projet, faciliter la coordination entre les fournisseurs de services. Puis dans cette phase-ci, on s'en va chercher les agences comme Ontario Travail, les centres d'emploi, les centres d'établissement d'immigrants pour qu'ils se joignent à nous aussi dans ce travail-là. Parce que souvent, encore là, on est en silo. Puis, un ne sait pas ce que l'autre fait, il y a des duplications, il y a des incompréhensions, bref, toutes sortes de circonstances qui font qu'on reste en silo. Fait que là, on essaie avec ce projet-là de faire les connexions là où elles ne sont pas. Dans certains cas, elles sont là, puis ça marche bien, mais c'est surtout dans les régions où soit le service n'est pas existant, où les rapprochements ne se sont pas faits. Je pense que ce service-là va être intéressant pour ces agences-là. Puis ce qui est intéressant aussi avec ce projet-là, ce qui est derrière tout ça, hein, c'est toujours d'harmoniser les services, donc faire en sorte qu'on travaille en complémentarité et pas en compétition. C'est de voir aussi à améliorer la coordination de services, comme je disais, puis de développer le continuum de l'éducation et de la formation des francophones en Ontario. Parce que les gens pensent souvent que l'alphabétisation et la formation de base, c'est juste pour des gens vulnérables qui ont peu de compétences, puis que c'est juste un petit groupe. Mais non, l'alphabétisation et la formation de base, là, elle est là tout au long de la vie d'un apprenant.
Il y a des cours d'alphabétisation familiale qui se donnent à des femmes qui sont enceintes pour les préparer aux compétences parentales, les préparer à lire des contes aux enfants. Quand l'enfant naît, c'est toute la lecture, l'éveil à l'écrit, à la lecture. Ensuite de ça, ben, il va à l'école. Donc, c'est l'appui aux parents pour qu'eux puissent faire l'appui à l'aide aux devoirs pour leurs enfants. Ensuite, c'est les décrocheurs qu'on va chercher, c'est les chercheurs d'emploi qu'on va chercher. Puis enfin, en bout de ligne, c'est les aînés qui ont besoin d'appui pour soit développer leurs compétences en littératie informatique ou autre. Là. Alors, dans tout ça, penses-tu que c'est difficile d'offrir des services en français en Ontario? J'entends, il y a des composantes importantes de valorisation de la francophonie, mais quand je t'entends parler des barrières et des silos, c'est quoi? Est-ce que ça crée des difficultés? Puis c'est quoi la solution? oui, ben, je pense que les barrières des silos sont propres à peu importe ce qui est francophone et anglophone, mais je pense qu'en Ontario, en tout cas, je pense que ça demeure, on est chanceux. Moi, pour avoir été beaucoup avec des organismes pan-canadiens, ce que je vois dans les autres provinces, les autres territoires, euh, ils n'ont pas autant d'infrastructures que nous ou de moyens. Puis ça, c'est grâce, entre autres, au fait qu'on a une population francophone qui est importante. Puis je pense que ça demeure, même si on a peut-être certaines facilités que les autres provinces et territoires n'ont pas, ça demeure un combat de tous les jours. Je pense que il faut rester vigilant, il faut rester mobilisé parce que il y a toujours du terrain, des glissements qui peuvent se passer. Puis je le vois avec la pandémie, là, il y a beaucoup de choses qui roulent très rapidement. Il y a des changements qui se font. Il y en a qui sont organiques et tout ça qui se font. Puis c'est en train de transformer vite le contexte dans lequel on travaille. Faut qu'on reste à l'affût, puis prêt à assurer qu'on maintient les acquis qu'on a. Puis je pense que la FO, en ce sens-là, elle est clé dans ce travail-là. Je trouve que moi, je suis dans le milieu ontarien, là, plus spécifiquement depuis 3 ans, avec mon travail à la COFA, puis je vous ai vu évoluer là, dans ce temps-là aussi. Puis je trouve que tous vos contacts en termes de représentation gouvernementale, en termes de service à la communauté, de les tables qui nous rapprochent, qui fait en sorte que aussi on apprenne à se connaître, qu'on sort des silos, qu'il y ait des partenariats qui se créent ou des synergies qui se mettent en branle. Ça, c'est essentiel pour moi, puis c'est clé, puis je trouve que vous faites un super boulot, puis je pense que c'est important de rester, comme je disais, mobilisé, puis dans une veille de ce qui se passe un peu partout. Merci Gabrielle. On est déjà rendu à notre dernière question. Déjà! Oui, le temps passe très rapidement. Moi, je veux te poser une question. C'est quoi ton plus grand rêve pour la communauté franco-ontarienne? Oh my God, la grande question. Ben, mon plus grand rêve, c'est qu'on n'ait plus à se battre autant pour avoir nos services en français. Ouais, qu'on ait trouvé, qu'on ait une place plus confortable qu'on a là. Puis je trouve aussi qu'on travaille plus en harmonie les uns avec les autres dans la communauté parce que moi, je dois dire, avec le projet fonce.ca, c'est un projet qui est par région. Hein? On va travailler aussi dans l'Est avec ce projet-là à partir de juin pour voir si on ne peut pas développer quelque chose de similaire dans l'Est. Puis je trouve que selon les régions, il y a des différences hein, de réalité, de contexte, puis de besoins. Puis même une forme de culture, des sous-cultures. Puis moi, je vous trouve bon de naviguer là-dedans. Moi, j'apprends là, au fur et à mesure, puis je découvre que il y a une diversité dans la francophonie, il y a une diversité aussi dans les perspectives politiques qu'on peut avoir par rapport à la francophonie. Il y a une diversité aussi dans les approches. Donc, pour moi, c'est d'amener plus d'harmonie, plus de travail en complément plutôt que de se faire compétition ou d'être en silo puis d'avoir une aisance. Puis pour la COFA, ben, ce que je souhaite, c'est qu'on continue à jouer notre rôle, d'aider les gens à trouver de l'emploi, à maintenir leur emploi, à participer dans la communauté, à leur donner la confiance de leurs compétences pour
pouvoir participer à des conseils d'administration, pouvoir s'impliquer dans des projets bénévoles dans leur communauté. Ça, c'est ça mes rêves pour la francophonie en Ontario. Bien, je suis content que c'est un rêve très réalisable. Je pense qu'on se dirige vers là comme communauté. Je veux vraiment te remercier de ton temps aujourd'hui. On voit que la Coalition ontarienne de formation des adultes est un organisme qui brille. Toi et ton équipe aussi. Félicitations du beau travail que vous êtes en train de faire. Ben, merci beaucoup, Peter. Merci. Je veux dire à nos auditeurs et nos auditrices, si vous voulez nous parler de vos projets, si vous voulez nous partager vos succès, s'il vous plaît, gênez-vous pas de nous laisser savoir et je vous remercie énormément d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. À bientôt sur l'émission Sous les projecteurs. Au revoir.